Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette plateforme webinaire pour suivre ce webinaire d'actualité du droit de la construction d'opérations immobilières organisé en partenariat avec Moniteur Juris. Nous accueillons aujourd'hui Cyril Croix, avocat au sein du cabinet LMT Avocat et co-auteur de l'ouvrage Passation et exécution des marchés privés de travaux aux éditions du Moniteur. Ce dernier semestre, les décisions rendues en droit de la construction ont été nombreuses. La notion de réception tacite a été au cœur de l'actualité, comme celle des travaux sur l'existant, laissant une opportunité au réemploi de matériaux. Juste avant de laisser la parole à Cyril Croix, je tiens à rappeler que vous avez la possibilité de poser vos questions sur la plateforme webinaire tout au long de la présentation, comme expliqué dans la deuxième slide de votre présentation, Cyril, pour poser vos questions. Donc, veillez simplement à bien les formuler sur le chat, comme expliqué sur cette slide, et je ferai au mieux pour poser une majorité d'entre elles à notre intervenant du jour en fin de présentation. Voilà, je vous laisse la parole, Cyril Croix. Bonne présentation à vous. Merci, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous consacré à l'actualité des droits de la construction. Alors une fois n'est pas coutume, nous consacrerons cette petite heure ensemble à l'actualité jurisprudentielle qui est effectivement assez fournie. Assez fournie, donc on n'abordera pas de questions réglementaires, d'autant que l'actualité ne s'y prêtait pas forcément. Donc, j'ai sélectionné pour vous 10 arrêts. Alors, avec des arrêts, 3 arrêts qui portent sur la réception, effectivement, toujours un point intéressant et très important. Et puis, la question des travaux sur les existants, les questions des recours, des points de départ de délai de recours, de la garantie d'assurance dommage ouvrage en cas de CCMI, de construction de maisons individuelles, les recours du maître d'ouvrage contre les fabricants, la question de l'interruption de la forclusion et la définition et les conséquences d'une mission d'expertise assez mal rédigée. Et on reviendra sur une jurisprudence qu'on avait évoquée lors du précédent webinaire consacré aux éléments d'équipement. Je vais couper ma caméra pour éviter pour avoir une bande passante suffisante. Donc, écoutez, bon webinaire et puis on se retrouve à la fin si vous avez besoin pour des questions. Alors, la première décision que j'ai sélectionnée pour vous donc, concerne la question de la réception tacite au regard de la réception judiciaire. Donc, c'est une décision rendue par la Cour de cassation le 23 mai 2024 sous le numéro 22-22-938. Je vous ai rappelé dans un premier temps le fait que la réception tacite n'est pas prévue par le code code civil et par aucun texte. En effet, l'article 1792-6 du Code civil ne prévoit l'hypothèse que de la réception expresse ou celle de la réception tacite. Mais la notion de réception tacite est apparue assez rapidement dans les années 1980 avec des arrêts dont je vous ai sélectionné quelques exemples qui formalisaient pour la première fois l'existence de la réception tacite. Il résulte des nombreuses jurisprudences qui ont été rendues sur cette question que la réception tacite se caractérise par la volonté non équivoque du maître d'ouvrage de recevoir l'ouvrage. Alors, bien évidemment, il est toujours délicat de démontrer, de définir ce qu'est la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir l'ouvrage. Et pour cela, la jurisprudence indique qu'il faut réunir un faisceau d'indices pour considérer l'existence d'une réception tacite. Alors, il a notamment été jugé que le paiement du prix par le maître d'ouvrage doublé de la prise de possession de l'ouvrage est considéré par la jurisprudence comme une présomption de volonté d'accepter l'ouvrage. Donc, le paiement du prix et la prise de possession ne constituent qu'une présomption. C'était un arrêt rendu en 1995. Après, des décisions ont été rendues selon lesquelles la prise de possession de l'ouvrage et le paiement d'une partie substantielle du coût des travaux
caractériser la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir l'ouvrage, peu important qu'une partie des travaux de finition du premier étage n'ait pas été achevée. Donc, cette jurisprudence-là, rendue en juin 2022, que nous avions évoquée également dans un webinaire précédent, permet une réception tacite également lorsque le prix n'est pas payé totalement. Donc, c'était une décision importante. Donc, une partie uniquement substantielle du coût peut être payée. Cela n'empêche pas la possibilité de retenir l'existence d'une réception tacite. En revanche, il a été bien évidemment jugé que la prise de possession de l'ouvrage à elle seule ne suffit pas à établir la volonté tacite du maître d'ouvrage de réceptionner les travaux. Donc, il résulte de ces différents exemples une complexité réelle pour qualifier la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir cet ouvrage. Dans la décision que j'ai voulu commenter, les faits sont les suivants. Nous avions un maître d'ouvrage qui avait fait procéder à des travaux de réfection d'une façade. C'était un établissement scolaire. Il s'est avéré qu'après la réception donc, de ces travaux, le maître d'ouvrage a constaté l'apparition de fissures importantes en façade. Il y a eu une expertise qui s'est déroulée et puis, à l'issue de cette expertise, des travaux de réparation ont été entrepris. Et postérieurement à la réalisation de ces travaux de reprise, le maître d'ouvrage a déclaré de nouvelles fissures en indiquant que la stabilité de la structure était compromise et que les travaux de reprise avaient été inefficaces. Pour essayer de mobiliser la responsabilité décennale des constructeurs, le maître d'ouvrage soutenait l'existence d'une réception tacite au motif que le paiement de l'intégralité des travaux d'un lot était intervenu et que, en sa qualité de maître d'ouvrage, il avait pris possession de celui-ci, ce qui, comme on l'avait évoqué précédemment, pousse à qualifier l'existence d'une réception tacite, paiement intégral du prix et prise de possession de l'ouvrage. La cour d'appel qui avait été saisie, la cour d'appel de Toulon, a rejeté l'hypothèse d'une réception tacite. Et la position de la Cour d'appel de Toulouse a également été confirmée par la Cour de cassation, laquelle a repris dans son arrêt les arguments de la Cour d'appel et a indiqué, la Cour de cassation a indiqué que les juges du fond, donc les juges d'appel, ont relevé à juste titre que les travaux de finition n'avaient été ni exécutés ni payés, ce qui faisait obstacle à la caractérisation d'une réception tacite. La seule occupation de l'occupant dans les lieux étant insuffisante à caractériser la volonté du maître de l'ouvrage de recevoir l'ouvrage. Il résulte de cette décision que même le paiement quasi complet des travaux réalisés sur l'existant ainsi que l'occupation des lieux par le maître de l'ouvrage ne forment pas un faisceau d'indices suffisamment concordant pour caractériser l'existence d'une réception tacite. Alors, par rapport à ce que je vous ai dit précédemment, la jurisprudence du 15 juin 2022, on pourrait penser qu'il y a là un revirement de jurisprudence, puisque je vous avais indiqué précédemment que même un paiement partiel pouvait permettre de reconnaître l'existence d'une réception tacite. Là, la Cour de cassation, validant la réflexion de la Cour d'appel, nous dit les travaux ne sont pas achevés, mais c'était juste des travaux de finition, mais le paiement, la prise de possession ne pouvait suffire à qualifier l'existence d'une réception tacite. Et pourquoi ? Parce que, effectivement, dans cette hypothèse-là, et c'est un cas qu'on rencontre assez fréquemment, finalement, l'occupation, c'était une occupation, une prise de possession pour le moins forcée, puisque les travaux étaient réalisés alors que le maître d'ouvrage occupait déjà les lieux, puisqu'il s'agissait d'un établissement scolaire dont les travaux ont été réalisés alors que le bâtiment était occupé. Donc, le fait d'être en possession déjà de l'ouvrage au moment des travaux et au moment de la réception ne permet pas de qualifier une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux. Donc, lorsque les travaux sont réalisés en milieu occupé,
la condition de prise de possession de l'ouvrage ne peut pas être retenue puisqu'on peut parler d'une prise de possession forcée ou qui est contrainte par la nature même de l'ouvrage. Donc, il ne s'agit pas vraiment d'un revirement de jurisprudence, mais il faut effectivement retenir de cette décision une position différente lorsque la réception tacite est évoquée alors que l'ouvrage était occupé par rapport à une situation au cours de laquelle l'ouvrage dont il est demandé une réception tacite n'était pas occupé au moment des travaux. Donc vraiment une décision importante qui vient de toute façon toujours complexifier la notion de réception tacite, et c'est vraiment du cas par cas pour qualifier une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter de recevoir l'ouvrage. Alors, il faut savoir qu'une possible refonte du code civil concrétise, codifie la question de la réception tacite, au même titre que la réception expresse et la réception judiciaire, mais la définition qui sera donnée par le code civil est attendue, mais ne résoudra pas forcément toujours les questions de ce type-là. Une deuxième jurisprudence rendue également sur la question de la réception tacite par la Cour de cassation le 6 juin 2024, rendue sous le numéro 22 24 047. Comme on l'a évoqué précédemment, la réception tacite se caractérise par la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir l'ouvrage. Mais la question qui était évoquée dans ce cas d'espèce, c'était de savoir s'il existait une autre condition pour caractériser la possibilité d'une réception tacite, et la question étant de savoir si, pour qu'il y ait réception tacite, l'ouvrage doit-il être achevé. Alors, la Cour d'appel de Pau, qui avait été saisie de ce contentieux, avait jugé qu'à défaut d'accord entre les parties, et que si les prestations, bien que réglées, n'étaient que très partiellement réalisées, cela empêchant les copropriétaires d'accéder dans les lieux, la réception tacite ne pouvait être prononcée. Ainsi, pour la Cour d'appel de Pau, la réception tacite ne peut exister qu'à la condition que les parties soient d'accord pour reconnaître l'existence d'une réception tacite, ou, autre possibilité, seulement si l'ouvrage est achevé. Deux conditions cumulatives pour la Cour d'appel de Pau, pour la réception tacite, que les parties soient d'accord pour retenir l'existence d'une réception tacite, et la deuxième condition étant que l'ouvrage soit achevé. L'arrêt est sans surprise infirmé par la Cour de cassation. La Cour de cassation, dans une décision très didactique, reprend même c'est nouveau, des jurisprudences, elle cite des jurisprudences rendues également en ce sens par la Cour de cassation. La Cour de cassation indique donc que l'achèvement de l'ouvrage n'étant pas une condition de la réception, c'est une décision de 1998, un ouvrage non achevé peut être réceptionné tacitement dès lors qu'est caractérisée la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir les travaux en l'état où ils se trouvaient à la suite d'un abandon de chantier. Là, la Cour de cassation revient sur le litige. Pour déclarer recevables les demandes indemnitaires du maître de l'ouvrage fondées sur la réception tacite et les rejeter, l'arrêt énonce que la reconnaissance de la réception d'un ouvrage inachevé suppose soit un accord express passé sans faute entre les parties, soit à défaut l'existence d'un ouvrage suffisamment avancé pour être utilisable conformément à l'objet pour lequel il avait été réalisé. Donc, la Cour d'appel nous dit accord des parties ou suffisamment achevé, et la Cour de cassation vient casser la décision de la Cour d'appel en disant, en statuant ainsi, alors que la réception tacite par le maître d'ouvrage d'un immeuble d'habitation n'est pas soumise à la constatation par le juge que cet immeuble est habitable, la Cour d'appel a violé le texte susvisé. Pourquoi la Cour d'appel a jugé en ce sens? On est là dans les caractéristiques de la réception judiciaire, puisque contrairement à la réception tacite et à la réception expresse, la réception judiciaire qui est prévue par le Code civil
impose pour qu'elle soit retenue que l'ouvrage soit en état d'être habité. Là, c'est une condition qui n'existe pas pour la réception tacite, qui existe pour la réception judiciaire et manifestement, la Cour d'appel de Pau s'est un peu emmêlé les pinceaux et a appliqué l'idée d'achèvement à une réception tacite, alors que pour la Cour de cassation, seule compte la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter l'ouvrage, la question de l'habitabilité n'étant pas une condition pour la Cour de cassation. Troisième décision rendue sur la question de la réception. Cette fois, c'est une décision qui m'a paru importante. C'est une décision rendue par la Cour d'appel de Rennes le 1er août 2024 sous le numéro 2305-504. On verra quelle sera la suite donnée à cet arrêt de cour d'appel si un pourvoi a été formalisé. Mais c'est une décision qui m'a paru intéressante puisque c'est une configuration qu'on retrouve assez fréquemment dans certains dossiers où malheureusement il n'existe pas toujours de procès-verbal de réception express. Je vous ai rappelé le principe de la réception qui, normalement, en droit civil, la réception a un caractère unique. Ça résulte de l'article 17.1.1 de la norme NFP 0301, si celle-ci est applicable au marché privé, selon lequel la réception ne comporte pas de phase provisoire et est définitive en une seule fois. La question qui a été soulevée rapidement, c'était de savoir si le principe de la réception unique permet de prononcer malgré tout des réceptions partielles. Alors, jusqu'à récemment, la position de la Cour de cassation était le rejet de la possibilité d'une réception partielle au sein d'un même lot. La Cour de cassation avait jugé effectivement en février 2017 attendu qu'en raison du principe d'unicité de la réception, il ne peut y avoir réception partielle à l'intérieur d'un même lot. Donc, selon la Cour de cassation, un lot ne peut être réceptionné qu'en globalité et non pas de réception partielle. Ça, c'était avant la décision qui a été rendue le 5 novembre 2020 sous le numéro 19-10-724, décision selon laquelle la Cour de cassation a jugé, alors que les parties peuvent déroger expressément ou tacitement au principe de réception et que la réception partielle par lot n'est pas exclue lorsque plusieurs lots font l'objet d'un seul marché, la Cour d'appel a violé le texte susvisé. Donc, depuis 2020, le principe demeure l'unicité de la réception, mais la réception partielle par lot au sein d'un même marché est toutefois possible, le principe d'unicité n'étant pas d'ordre public, c'est-à-dire un lot peut être réceptionné indépendamment d'une réception d'un autre lot au sein d'un marché privé. Donc, l'unicité de la réception n'est pas un principe d'ordre public. Donc, réception partielle possible au sein d'un même marché. La deuxième question qui a été soulevée, la réception partielle à l'intérieur d'un même lot est-elle possible ? Oui, la décision de la Cour de cassation a estimé que la réception partielle à l'intérieur d'un même lot est possible, à la condition que les travaux au sein d'un même lot constituent des tranches de travaux indépendantes ou forment un ensemble cohérent. Et c'est sur cette hypothèse-là que la décision commentée a été rendue. Donc, je vous ai fait quand même un petit résumé avant d'aborder le fond de cette décision. Donc, en résumé, la réception partielle est possible si le marché prévoit la possibilité de réception partielle par lot, ou si les éléments constitutifs faisant l'objet de la réception partielle ont une utilité propre et autonome par rapport à l'ouvrage dans son ensemble et constituent un ensemble cohérent ou indépendant. En l'espèce, c'est un cas, je vous disais, assez fréquent qu'on peut rencontrer, notamment lorsqu'il s'agit de travaux qui portent sur des copropriétés assez importantes, sur des immeubles importants avec ce qu'on appelle des phases de travaux.
et une absence de procès-verbal de réception express. En l'espèce, donc là, c'est ce qui est exactement le cas en l'espèce. Donc c'est, on va dire, comme on dit, une barre d'immeuble. La question était une barre d'immeuble avec différentes pointes qui ont fait l'objet de travaux de ravalement et de reprise. Et la question était de savoir si, du fait du phasage, les pointes pouvaient être réceptionnées partiellement ou s'il fallait une réception totale, unique des travaux. Alors, bien évidemment, les constructeurs et les assureurs en responsabilité décennale faisaient valoir l'existence de réceptions partielles au sein d'un même lot. C'est-à-dire que, compte tenu de la proximité de l'expiration du délai de garantie décennale, euh, il était avantageux pour eux de faire valoir l'existence de plusieurs réceptions dans la mesure où, au regard des dates, la forclusion était acquise pour certaines parties de travaux et pas pour d'autres. Donc, ce qui était intéressant pour les constructeurs ainsi que leurs assureurs. L'assureur dommage ouvrage qui lui avait pris une position de garantie et le syndicat des copropriétaires qui voulait bien évidemment échapper à une forclusion partielle faisait valoir, eux, l'existence d'une réception unique. Alors, pour savoir si il y avait réception unique ou réception partielle au sein d'un même lot, la Cour d'appel de Rennes s'est penchée sur l'ensemble des documents et comptes rendus de chantier qui lui ont été transmis à l'issue de l'opération d'expertise. Et la Cour d'appel, après avoir analysé tous ces documents-là, a jugé que les éléments démontrent que le syndicat des copropriétaires a manifesté sa volonté de prendre possession globalement des ouvrages le 4 avril 2006 en formulant des réserves sans lien avec le présent litige. Cette volonté est en outre corroborée par le paiement du solde exigible des travaux aux deux entreprises à cette même époque et exclut en conséquence la réception par tranche invoquée par les appelantes. Et on se retrouve effectivement dans l'hypothèse précédente. Quelle est la volonté du maître de l'ouvrage? Est-ce que c'est une volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage? C'est ce que retient au titre de cette jurisprudence-là la Cour d'appel qui exclut l'hypothèse de réception partielle par lot, le maître d'ouvrage ayant manifesté une volonté de réceptionner l'ensemble des travaux de manière globale. Donc une décision assez importante et qui a des conséquences bien évidemment pour les constructeurs et leurs assureurs, puisque du fait de cette réception unique, les moyens soulevés au titre de la forclusion qui étaient évoqués par ces parties-là ont été écartés et les garanties portent sur l'ensemble des travaux de la copropriété, ce qui était représenté un montant relativement élevé de mémoire à plus de 2 millions de travaux compte tenu de cette réception globale. J'en ai terminé sur les trois décisions rendues en matière de réception. Alors, une décision importante rendue par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 30 mai 2024 sous le numéro 22-20-711. C'est la question des travaux surexistants et la question de l'assurance obligatoire. Je vous ai rappelé le principe de l'obligation d'assurance issu de l'article L242-1 du Code des assurances, selon lequel toute personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil doit être couverte par une assurance. Obligation donc pour les constructeurs de s'assurer au titre de leur responsabilité décennale. Il y a une exception issue de l'ordonnance numéro 2005-658 du 8 juin 2005, à savoir l'article L243-1 grand 2 du Code des assurances, selon lequel ces obligations d'assurance ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l'ouverture du chantier, à l'exception de ceux qui, totalement intégrés dans l'ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles. C'est-à-dire que l'article 243.1.1.2 nous dit pas d'obligation d'assurance pour les ouvrages existants, sauf ceux qui, totalement incorporés dans l'ouvrage, sauf si les ouvrages existants sont à l'issue des travaux totalement incorporés dans l'ouvrage et en deviennent techniquement indivisibles. Dans ce cas, les désordres qui les affectent relèvent bien de la garantie légale des constructeurs.
Le principe est donc que les garanties obligatoires trouvent à s'appliquer s'il existe une indivisibilité technique de l'ouvrage neuf et de l'existant, et si l'indivisibilité provient de l'incorporation de l'ouvrage existant dans l'ouvrage neuf. C'est assez technique, hein, l'incorporation de l'ouvrage existant dans l'ouvrage neuf. Je vous ai mis attention, à contrario, l'incorporation de l'ouvrage neuf dans l'ouvrage existant n'entraîne pas la mobilisation des garanties légales. Donc, il faut définir l'incorporation de l'ouvrage existant dans l'ouvrage neuf, ce qui, bien évidemment, est assez complexe. Alors, je vous ai dit, mais concrètement, c'est le cas de cette décision commentée qui concernait des travaux de remplacement de tuiles mécaniques sur un ouvrage par des tuiles plates. Compte tenu du poids manifestement des tuiles plates, qui est supérieur aux tuiles mécaniques, semble-t-il, l'apparition de désordres sur la charpente existante en raison d'une surcharge entraînant un risque d'effondrement de la toiture. La Cour d'appel saisie après les juges de première instance, la Cour d'appel a jugé que les garanties obligatoires doivent s'appliquer dès lors que la couverture installée sur la charpente forme avec elle un tout indivisible pour constituer la toiture. C'est-à-dire que la Cour d'appel a estimé que l'ouvrage neuf était totalement incorporé à la charpente et formait avec celle-ci un ouvrage indivisible, donc relevant, dont les désordres relevaient de la responsabilité des constructeurs et des garanties obligatoires. Donc, pour les juges d'appel, l'ouvrage existant, à savoir la charpente, s'incorporait dans l'ouvrage neuf, créant un tout indivisible. La Cour de cassation a cassé la décision de la Cour d'appel en jugeant, en se déterminant ainsi et sans caractériser en quoi l'ouvrage existant s'incorporait totalement dans l'ouvrage neuf, ni en quoi ils étaient techniquement indivisibles, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à ces décisions. Donc là, la Cour de cassation a jugé que la Cour d'appel n'avait pas suffisamment développé son argumentation et donc la Cour de cassation renvoie la décision pour une nouvelle étude par la Cour d'appel qui devra requalifier mieux la question de l'incorporation. Mais pour la Cour de la haute juridiction, donc elle reproche au juge d'appel de ne pas avoir démontré en quoi les tuiles et la charpente formeraient un tout indivisible techniquement et en quoi l'ouvrage existant, à savoir la charpente, aurait été totalement incorporé dans l'ouvrage neuf. Alors, il faut savoir que cette décision, c'est une décision très favorable aux assureurs, puisque finalement, il va être, je pense, très difficile de démontrer la question de l'incorporation d'un ouvrage existant dans un ouvrage neuf. C'est assez complexe techniquement à démontrer. Alors, il y a eu une décision qui a été rendue en ce sens, mais qui est, à mon avis, fortement contestable. C'est des questions de travaux de reprise qui ont été effectués sur des fondations et les fondations qui existaient avaient été entourées par une espèce de revêtement ou de mur en béton. Donc l'ouvrage existant avait été incorporé totalement dans l'ouvrage neuf. Donc dans ces conditions, là, les juges avaient retenu effectivement qu'il y avait bien incorporation totale et que les garanties obligatoires devaient s'appliquer. Mais la question était de savoir, me semble-t-il, que si les fondations étaient effectivement incorporées, l'ouvrage dans son ensemble, à savoir le bâtiment dans sa totalité, lui n'avait pas été intégré dans l'ouvrage neuf. Et donc, la question aurait pu se poser de savoir si le raisonnement a été justifié. Donc, vraiment, une difficulté technique et pas évidente à démontrer et qui sera, semble-t-il, qui est bien évidemment favorable aux compagnies d'assurance et inviter, il faut sur ce point inviter effectivement les entreprises qui font des travaux surexistants à se poser la question de savoir quelle est la destination de leur ouvrage dans cette hypothèse-là pour vérifier qu'ils sont bien couverts par les compagnies lorsqu'ils réalisent de tels travaux sur des ouvrages existants.
Une sixième décision rendue cette fois sur la question du point de départ des recours. Une décision rendue également le 6 juin 2024 par la troisième chambre de la Cour de cassation sous le numéro 23 10 514. Je vous ai remis les dispositions de l'article 2224 du Code civil, selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettant d'exercer son recours. Bien évidemment, on sait tous que la difficulté vient de définir la date, le moment où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Une réelle difficulté pour apprécier le point de départ qui peut être fixé, je vous ai mis des décisions différentes et qui retiennent des points de départ différents. Une décision rendue en 2023 qui retient comme point de départ du délai la date à laquelle les causes du désordre sont connues. Une seconde décision de mars 2024 que nous avions évoquée précédemment, la date de la manifestation du dommage, et une autre décision de 2015, la date du dépôt du rapport d'expertise. Avec ça, effectivement, il n'y a pas vraiment d'homogénéité sur la caractéristique du point de départ. Une réelle incertitude quant à la définition du point de départ de la prescription. La décision commentée, je vous ai indiqué, invite d'autant plus à la prudence. C'est-à-dire que, effectivement, pour éviter de se voir opposer la forclusion, la prescription, l'intérêt de tous est de prendre la date la plus ancienne pour fixer ses actions, débuter ses actions et éviter de se voir opposer la prescription. Le contexte en l'espèce, c'était un maître d'ouvrage qui avait subi d'importants dégâts des eaux, un important dégât des eaux et qui a sollicité une expertise judiciaire. L'expert judiciaire a mené ses opérations d'expertise, a déposé son rapport, je vous ai mis les dates, vous comprendrez pourquoi, le 15 avril 2010, et imputé la responsabilité des désordres aux fournisseurs des canalisations ainsi qu'à son propre fournisseur de matières plastiques. Donc vraiment, l'expert judiciaire était remonté loin et il avait exclu techniquement la responsabilité des constructeurs et des sous-traitants. Donc fournisseur des canalisations et fournisseur de la matière première aux fabricants de la canalisation. Donc les constructeurs et les sous-traitants étaient plutôt tranquilles au vu du rapport d'expertise. Il y a une procédure au fond qui a été initiée. La Cour d'appel a finalement retenu en 2016 la responsabilité de l'entreprise générale et de son sous-traitant et n'a pas retenu la responsabilité du fournisseur de canalisation ni du fournisseur de matières plastiques. Donc, grosse surprise pour l'entreprise générale et le sous-traitant qui ont vu leur responsabilité pleinement retenue par la Cour d'appel, contrairement au terme du rapport d'expertise qui les mettait purement et simplement hors de cause. Le recours exercé par le maître d'ouvrage, par la maîtrise d'ouvrage, qui, compte tenu de son marché forfaitaire, voulait se faire indemniser de l'indemnisation des surcoûts liés aux études nécessitées par l'expertise judiciaire, le suivi et les travaux de reprise, et donc avait voulu agir finalement contre les responsables désignés par la Cour d'appel, à savoir l'entreprise générale et le sous-traitant, puisque c'est ces derniers qui s'étaient vus purement et simplement condamnés par la Cour d'appel. Donc le maître d'œuvre, attendant cette décision devenue définitive, s'est dit bon, je vais agir contre eux en responsabilité pour pouvoir obtenir indemnisation de mes surcoûts. Et le maître d'ouvrage faisait valoir de manière assez naturelle finalement que le point de départ de son recours était la date à laquelle l'arrêt retenait de manière définitive la responsabilité de l'entreprise générale et de son sous-traitant. Et la Cour de cassation a été sévère à son encontre et a jugé que la Cour d'appel ayant souverainement retenu qu'à la date du dépôt du rapport d'expertise, soit le 15 avril 2010, les maîtres d'œuvre avaient connaissance de l'étendue de leur préjudice et étaient également en mesure d'identifier toutes les personnes impliquées dans la réalisation du sinistre. Elle en a exactement déduit que les demandes formées pour la première fois les 1er et 3 mars 2017 contre les sociétés X étaient irrecevables comme prescrites. Donc, la Cour de cassation nous dit, mais écoutez, peu importe finalement la décision de la Cour d'appel, le point de départ
de la prescription de votre action à l'encontre de ceux que vous estimez responsables, débutez dès la date du dépôt du rapport et y compris si l'expert judiciaire excluait purement et simplement la responsabilité de certaines parties. Donc, c'est une décision très, très sévère et qu'il faut avoir en tête, c'est-à-dire que en matière de recours, ne pas limiter ces recours à l'encontre des parties dont la responsabilité est retenue au terme d'un rapport d'expertise, mais finalement, il faut taper relative, si je peux me permettre, assez large dans la mesure où il peut arriver qu'une juridiction contredise purement et simplement un rapport d'expertise et retienne des responsabilités différentes. Et dans cette hypothèse-là, on ne pourra pas se prévaloir de la décision rendue comme étant le point de départ, mais il faut se fixer à la date du dépôt du rapport d'expertise, même si celui-ci est remis en cause par la suite. Donc, vraiment une décision importante. N'attendons pas les décisions définitives sur les responsabilités pour exercer de recours et ne pas limiter ces recours aux conclusions de l'expert judiciaire. Donc, c'est donc dans le cadre de la date du dépôt du rapport d'expertise, et ce, y compris si le rapport exclut la responsabilité de certains intervenants contre lesquels une action est finalement engagée compte tenu d'une décision juridictionnelle contraire aux conclusions du rapport. Donc, vraiment une décision importante. Il faut prendre la date la plus ancienne comme étant celle à compter de laquelle la prescription commence manifestement à courir. Une autre décision rendue est concernant, alors j'ai mis numéro 6, alors je vous ai déjà dit précédemment numéro 6, c'est un petit problème de numérotation, mais voilà, donc c'est la décision numéro 6 qui concerne la question de l'assurance dommage ouvrage et de ses garanties en cas de non-conformité et plus particulièrement dans le cadre d'un contrat de construction de maisons individuelles. Mais les conclusions de cette décision sont bien évidemment valables concernant les garanties de l'assurance dommage ouvrage s'il ne s'agit pas forcément d'un contrat de construction individuelle, mais la construction classique d'un ouvrage. Alors, pour rappel, en cas de contrat de construction de maison individuelle, qui est un contrat très, très réglementé par le Code de la construction et de l'habitation, l'article L232-1 de ce code oblige, dans le cas d'un CCMI, la souscription d'une assurance dommage ouvrage. L'objet de la dommage ouvrage dans le cas d'un contrat de construction de maison individuelle est exactement le même qu'en cas de construction d'un ouvrage unique. Donc, l'objet de l'assurance dommage ouvrage est énoncé à l'article L242-1 du Code des assurances, à savoir le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens des articles de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôle technique sur le fondement de l'article 1792 du Code civil. Donc, la dommage ouvrage garantit le paiement des travaux de nature décennale, c'est-à-dire le paiement des travaux des désordres qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Première obligation dans le cas d'un CCMI, souscrire une assurance dommage ouvrage. La deuxième obligation, c'est également de souscrire une garantie de livraison à prix et délai convenus. C'est l'article L236-1 du Code de la construction et de l'habitation qui impose cette garantie. Donc, je vous ai dit, la dommage ouvrage, c'est l'objet, la reprise des désordres de nature décennale après réception. Et la garantie, c'est garantir à l'acheteur l'obligation contractuelle du constructeur d'achever le bâtiment. Alors, je vous ai bien dit, DO après réception, garantie, c'est forcément avant réception, puisque les travaux ne sont pas achevés et ne sont pas susceptibles d'être réceptionnés. Il y a une hypothèse, bien évidemment, pour l'assurance dommage ouvrage qui peut intervenir avant la réception. C'est lorsque, avant réception, après mise en demeure restée infructueuse adressée à l'entreprise de reprendre les travaux et en cas de nature décennale, la garantie dommage ouvrage peut jouer donc avant réception. Et c'était effectivement le cas de cette décision-là puisque se trouvait avant réception. Je vous ai rappelé une décision que nous avions évoquée antérieurement, qui était une décision qui avait validé le recours d'un garant de livraison, donc qui avait achevé l'ouvrage
contre l'assureur dommage ouvrage dans la mesure où la construction était, et j'ai cité les termes de la Cour de cassation, la construction était complètement bancale et de guingois, et que seule la démolition-reconstruction était envisageable. Une décision du 13 avril 2023. Donc, dans cette hypothèse-là, la maison était totalement donc bancale et de guingois, avec des risques d'atteinte à la solidité, à la destination. La seule possibilité pour de reprise étant la démolition et la reconstruction. Donc le garant avait avait payé ses coûts de reconstruction et avait exercé un recours contre l'assureur dommage ouvrage en raison de désordres de nature décennale qui étaient seuls à l'origine de cette obligation de démolition-reconstruction. Dans le cas d'espèces commentées aujourd'hui, la situation est différente car avant la réception, donc possibilité, je vous le rappelle, de mettre en œuvre la garantie dommage ouvrage sous certaines conditions avant la réception. Dans cette hypothèse-là, la construction a été affectée de désordres de nature décennale, certes, mais aussi de non-conformité contractuelle. Les non-conformités contractuelles relevant de l'obligation du garant et les désordres de nature décennale de l'obligation de l'assureur dommage ouvrage. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans cette hypothèse-là, compte tenu des deux natures de désordre? L'assurance dommage ouvrage avait pris une position de garantie et avait dit, moi, je garantis la reprise des désordres de nature décennale à hauteur de 30 000 € de mémoire dans le cadre de cette hypothèse-là. Et le garant avait, avec le maître d'ouvrage, conclu un accord transactionnel qui validait, comme dans la décision précédente, la démolition et la reconstruction. Mais dans cette hypothèse-là, ce qu'il faut préciser, c'est que la démolition-reconstruction était nécessaire non pas en raison des dommages de nature décennale, mais en considération d'une non-conformité contractuelle sans désordre. Comme je vous l'ai indiqué, il y avait des désordres de nature décennale, mais il y avait également de nombreuses non-conformités qui était flagrante et le garant avait dit plutôt que de reprendre toutes ces non-conformités contractuelles, ce qui va être très compliqué, le plus simple est de détruire et de reconstruire. Et donc le garant, lui, avait financé à hauteur de 300 000 € la démolition-reconstruction. Et le garant, comme dans la jurisprudence évoquée précédemment, a exercé son recours contre l'assureur dommage ouvrage. Et la Cour de cassation a rejeté sans surprise le recours du garant contre l'assureur dommage ouvrage, se basant sur le principe constant selon lequel les défauts de conformité qui affectent un immeuble n'entrent pas, en l'absence de désordre, dans le champ d'application des dispositions de l'article 1792 du Code civil. Donc, attention. Et alors, donc, ce que je vous disais, c'est en cas de construction de maison individuelle, le recours exercé par le garant a été rejeté parce que l'assurance dommage ouvrage n'a pas pour objet de reprendre les non-conformités contractuelles. Cette décision rendue dans le cadre d'un CCMI s'applique bien évidemment dans toutes les hypothèses où un recours sera exercé contre l'assureur dommage ouvrage, notamment par le maître d'ouvrage. En cas de simple non-conformité contractuelle, les garanties de l'assureur dommage ouvrage n'ont pas vocation à être mobilisées dans cette hypothèse-là. Donc, la Cour de cassation poursuit et justifie sa position en disant pas de désordre de nature décennale, pas de garantie. Et il en est également ainsi des défauts de conformité aux stipulations contractuelles qui ne portent pas en eux-mêmes atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage et qui n'exposent pas le maître de l'ouvrage à un risque de démolition à la demande d'un tiers, quand bien même la démolition-reconstruction de l'ouvrage serait retenue pour réparer ces non-conformités. La Cour d'appel a relevé que si la démolition pouvait être nécessaire pour mettre l'ouvrage en conformité avec les prévisions contractuelles, cette nécessité ne découlait pas de l'existence d'un dommage qui compromettait la solidité de la maison ou qui, par lui-même, la rendait impropre à sa destination. Et on a exactement déduit que l'assureur dommage ouvrage ne pouvait être tenu de garantir les travaux de mise en conformité. Donc, vraiment une décision limpide, très importante. Une petite précision quand même sur la démolition à la demande d'un tiers. Une non-conformité, la jurisprudence a été également beaucoup saisie là-dessus, sur les questions des empiètements. Sur une propriété voisine, par exemple. Donc, il n'y a pas d'atteinte à la solidité ni à la destination de l'ouvrage, mais la jurisprudence retient la possibilité, lorsque le voisin demande la démolition de l'ouvrage qui empiète sur
sur sa propriété, l'assureur dommage ouvrage peut avoir vocation à garantir cet empiètement comme étant un désordre finalement de nature décennale. Donc c'est la seule précision apportée par la Cour de cassation sur ce point-là. Donc pas de simple non-conformité ne relève pas des garanties de l'assureur dommage ouvrage. Une décision intéressante que j'ai également voulu évoquer avec vous, qui a été rendue le 11 juillet 2024 sous le numéro 22 17 495, une décision qu'on évoquera assez rapidement, mais qui ne doit pas être oubliée, le fondement de l'action du maître d'ouvrage vis-à-vis du fabricant d'un sous-traitant. Ça paraît assez technique, mais c'est une décision importante et qu'il faut avoir en tête. Rappel, le maître de l'ouvrage, comme le sous-acquéreur, jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur. Ça nous rappelle la Cour de cassation. Donc, le maître d'ouvrage dispose donc à cet effet contre le fabricant d'une action contractuelle directe fondée notamment sur la garantie des vices cachés. Donc, en matière d'action contre un fabricant d'un constructeur, l'action du maître de l'ouvrage est une action contractuelle sur le fondement des articles 1232-1 et suivants du Code civil, notamment en matière de vices cachés, action contractuelle. En revanche, lorsque les travaux confiés aux constructeurs ont eux-mêmes fait l'objet d'un contrat de sous-traitance, il est jugé que le sous-traitant engageant sa responsabilité vis-à-vis du maître de l'ouvrage sur un fondement délictuel, le fournisseur de ce sous-traitant répond de ses actes à l'égard du maître de l'ouvrage sur le même fondement. C'est-à-dire que lorsqu'un maître d'ouvrage veut exercer un recours contre le fournisseur d'un sous-traitant, le recours du maître de l'ouvrage sera un recours fondé sur la responsabilité délictuelle, c'est-à-dire faute, lien de causalité et préjudice. Voilà. Donc, le recours fondé sur la responsabilité délictuelle du maître de l'ouvrage à l'encontre du fournisseur de son sous-traitant. Alors, en l'espèce, c'est une décision assez intéressante puisqu'on a vraiment toute une chaîne de contrats qui est décrite par la juridiction, mais la Cour de cassation conclut qu'il s'agit d'un recours uniquement du maître de l'ouvrage contre le fabricant d'un des constructeurs et non d'un sous-traitant. C'était des problèmes de non-conformité de tuiles de mémoire sur une toiture. Donc le maître d'ouvrage avait exercé un recours contre le fournisseur de son constructeur. Et donc la Cour de cassation a rappelé que ce recours devait être uniquement contractuel et non pas, comme l'avait jugé la Cour d'appel, un fondement délictuel. En conclusion, le recours du maître de l'ouvrage contre un fabricant du constructeur est de nature contractuelle. Le recours du maître de l'ouvrage contre le fabricant du sous-traitant est de nature délictuelle. Voilà, une décision qu'il y a lieu de rappeler. Enfin, non pas enfin, puisqu'on en aura d'autres, une autre décision rendue également le 11 juillet 2024 sous le numéro 22 17 495 qui concerne les modalités et l'absence de l'interruption de forclusion. Alors, je vous ai rappelé que contrairement à la prescription, la forclusion ne se suspend pas, mais elle s'interrompt pour recommencer à courir avec un nouveau délai de même nature. Donc, forclusion ne se suspend pas, elle ne fait que s'interrompre et après, c'est un nouveau délai de même durée qui recommence à courir. Qu'est-ce qui interrompt la forclusion? C'est l'assignation en référé, interrompt la forclusion décennale, décision du 10 juin 2021. Pour être interruptif de prescription, une demande en justice doit être dirigée contre celui qu'on veut empêcher de prescrire. Et enfin, l'effet interruptif de l'assignation est limité aux seuls désordres qui y sont mentionnés. C'est trois jurisprudences essentielles sur les conséquences et les modalités d'interruption de la forclusion décennale.
En l'espèce, la Cour rappelle également le principe essentiel selon lequel l'effet interruptif de l'action en justice ne vaut que pour son auteur. Que pour son auteur. J'ai oublié le pour, mais ne vaut que pour son auteur. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas interrompu la prescription ne peut se prévaloir d'une interruption faite par quelqu'un d'autre. Ainsi, le délai de forclusion décennale dont dispose le maître d'ouvrage sur le fondement de l'article 1792 du Code civil ne peut être interrompu par l'assignation en référé expertise délivrée par le constructeur à son assureur. Et ça, c'était effectivement le problème pour le maître d'ouvrage qui n'avait pas interrompu le délai de prescription, de forclusion, et qui se prévalait de l'interruption faite par un tiers pour estimer que la forclusion avait été interrompue à son profit également. La Cour de cassation est très claire, ayant relevé que les travaux avaient été réceptionnés par le maître d'ouvrage lors du paiement de la facture du 18 novembre 2003 et que celle-ci avait sollicité la mise en œuvre à son bénéfice de la garantie décennale du constructeur seulement lors de son assignation au fond, c'est-à-dire que le maître d'ouvrage n'avait pas assigné en référé, n'avait pas interrompu la forclusion devant le tribunal de grande instance fin mai et début 2018. La Cour d'appel a retenu à bon droit que le délai de forclusion décennale de l'action du maître d'ouvrage sur les dispositions de 1792 du Code civil n'avait pas été interrompu par l'assignation en référé délivrée à la diligence de la société X et de son assureur. Donc, la précaution à faire, c'est de ne pas se reposer sur les parties aux expertises pour interrompre les prescriptions, mais de veiller à bien interrompre soi-même les délais de forclusion par le voie d'une assignation en référé expertise. Donc la conclusion, en application de l'article 2241 du Code civil, pour interrompre la forclusion, la demande en justice doit émaner de celui dont le droit est menacé de prescription et être adressée à la personne en faveur de laquelle court la prescription. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit régulièrement, notamment dans des dossiers où des maîtres d'ouvrage oublient d'assigner dans les délais, ou des acquéreurs en matière de vente, où des acquéreurs assignent le maître de l'ouvrage sans assigner les autres constructeurs et exercent finalement par la suite une action au fond contre le maître d'ouvrage, mais aussi à l'encontre des constructeurs, lesquels peuvent valablement opposer l'absence d'interruption de prescription si le délai de prescription est acquis, dans la mesure où ils n'ont pas été assignés directement par les acquéreurs, mais uniquement par le vendeur. Donc le vendeur, lui seul, va bénéficier de l'interruption de prescription à l'encontre des autres constructeurs, mais pas les acquéreurs. C'est quelque chose d'assez fréquent et toujours important à rappeler l'effet interruptif de l'assignation en référé. Également, ce point-là a été évoqué dans une décision assez intéressante et aussi quelque chose qui nous arrive, avocats, nous, assez, je ne vais pas dire fréquemment, mais ça arrive dans le cadre de décisions de désignation d'experts assez larges. Je vous ai rappelé, donc, comme on vient de le dire, l'effet interruptif attaché à une assignation ne vaut que pour les désordres qui sont expressément mentionnés. C'était la décision de février 2023. À défaut d'être visé dans l'assignation, le délai de forclusion décennale n'est pas valablement interrompu. La problématique soumise à la Cour de cassation dans ce cas d'espèce-là concernait les effets d'une ordonnance de référé désignant un expert judiciaire dont la mission, finalement, allait au-delà des seuls désordres dénoncés expressément par le demandeur. En effet, l'ordonnance du juge des référés était rédigée ainsi, donc nomme tel expert, avec pour mission de décrire tous les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité affectant les travaux, quelle que soit leur nature et leur date d'apparition. Et c'était ce qui suit qui est important, qu'il s'agisse des désordres allégués au jour de la présente décision, d'éventuels désordres qui pourraient apparaître postérieurement à la présente décision ou des désordres qui pourraient être mis en lumière par les opérations d'expertise ou à l'occasion de celle-ci. Donc une mission très, très, très défavorable aux constructeurs puisque finalement, l'interruption de la forclusion était générale et très, très large et évasive puisque la mission permettait à l'expert judiciaire d'examiner les désordres qui pourraient apparaître en cours d'expertise judiciaire, sachant qu'il est très fréquent que les expertises judiciaires durent plusieurs années. Donc finalement, la forclusion, au terme de cette mission, on pouvait considérer qu'elle était interrompue pour tous les désordres du fait du caractère très évasif de la mission d'expertise. Bien évidemment, les parties sont opposées à cette mission trop vaste.
La Cour d'appel, alors étrangement, elle a validé la mission de l'expert en jugeant qu'il ressort du texte de la mission qu'elle est limitée aux malfaçons et désordres invoqués et n'est donc nullement générale, les désordres et malfaçons devant être analysés en fonction du permis de construire déposé, des règles de l'art, ce qui n'a rien ni d'abusif ni d'extraordinaire dans le cas d'une expertise judiciaire. Bon, pourvoi forcément sans surprise, la Cour de cassation a infirmé l'arrêt d'appel en considérant que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. Alors, ce qui veut dire que dans la mesure où le demandeur à l'expertise judiciaire avait, lui, bien listé l'ensemble des désordres dont il souhaitait voir l'expert examiner ces désordres-là, il existait une liste et la Cour de cassation a dit le juge ne peut pas aller au-delà de ce qui lui est présenté. Et dans la mission qui était ainsi rédigée, le juge est allé au-delà puisqu'il avait indiqué que, outre les désordres mentionnés dans l'assignation, il pourrait également examiner tous les autres désordres qui apparaîtraient par la suite. La Cour de cassation a bien évidemment infirmé la décision, s'est prononcée, et c'est elle-même qui a rédigé la mission d'expertise. Donc, c'est vraiment aller très, très, très loin pour une simple mission d'expertise, mais qui avait des conséquences sur des questions d'interruption de forclusion. Donc, la Cour de cassation a donné pour mission à l'expert de vérifier si les désordres non-conformité contractuelle aux règles de l'art et à défaut d'achèvement allégués par monsieur et madame et affectant des travaux réalisés par la société Module existent et dans l'affirmative, les décrire et les autres chefs de mission demeurant inchangés. Donc, la Cour de cassation a bien évidemment ramené aux demandes expresses qui étaient formulées dans l'assignation initiale avec les désordres décrits pour permettre effectivement aux constructeurs de pouvoir éventuellement bénéficier de forclusion si c'était possible pour eux, et puis à charge pour le maître d'ouvrage de solliciter des extensions de mission interruptives de prescription si des désordres venaient à apparaître en cours d'expertise. Donc du fait de cette mauvaise rédaction de la mission, ça a également des conséquences sur les questions d'interruption de forclusion, et donc il faut absolument bien veiller pour chacune des parties au terme à ce qui est indiqué dans une assignation, ce qu'on veut interrompre, les désordres sur lesquels on souhaite que l'expert se prononce, ou pour les défendeurs, bien vérifier que l'expert ne va pas au-delà de sa mission, pour aussi également les questions de prescription. Donc veiller à la bonne rédaction et à l'étendue de la mission d'une expertise judiciaire. Et c'est vrai que ce cas arrive quand même de temps en temps dans le chef de mission confié à l'expert une phrase qui dit « tous les désordres qui apparaîtraient postérieurement à la désignation de l'expert ». Donc ce type de phrase-là doit être proscrit dans les ordonnances. Et enfin, j'en terminerai par une décision qui m'a semblé très importante et intéressante à évoquer avec vous, qui a été rendue par la Cour d'appel de Nancy le 26 août 2024 sous le numéro 23 01 326, qui concerne la question des éléments d'équipement. Dans le webinaire précédent, nous avions consacré une partie importante à la décision rendue par la Cour de cassation le 21 mars 2024, qui était un revirement complet d'une jurisprudence antérieure concernant les éléments d'équipement. Je vous ai rappelé l'attendu de la Cour de cassation, qui juge désormais que si les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, il ne relève ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des ordres, mais uniquement de la responsabilité contractuelle de droit commun non soumise à l'obligation d'assurance des constructeurs. Je vous ai rappelé la position qui était la position antérieure. Donc auparavant, les désordres affectant les éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou non, ou installés sur un existant, relevaient de la responsabilité décennale lorsqu'il rendait l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination. Donc la décision du 21 mars 2024 supprime ce qu'on appelait les quasi-ouvrages et revient au principe même, à savoir la responsabilité de droit commun lorsqu'il y a un équipement, des éléments d'équipement installés en remplacement sur un ouvrage existant. Je vous citais le cas, dans du précédent webinaire, le cas typique était le cas de la chaudière ou de l'insert
qui était considérée donc avant sous l'égide de la jurisprudence de juin 2017, une chaudière comme un élément d'équipement qui pouvait relever des garanties décennales s'il rendait l'ouvrage impropre à sa destination, et ce qui n'était plus le cas désormais sous la jurisprudence de 2024 où je vous avais indiqué que cela relevait des responsabilités de droit commun, de l'assurance multirisque habitation, éventuellement l'assurance de l'installateur, mais nullement les garanties décennales des installateurs. La décision rendue par la Cour d'appel de Nancy est exactement ce que nous avions évoqué précédemment, puisque la Cour d'appel de Nancy avait été saisie d'un litige relatif à l'installation d'une chaudière. Et la Cour d'appel cite in extenso la décision rendue par la Cour de cassation le 21 mars 2024. Je vous ai mis entre guillemets donc le texte même de la Cour d'appel de Nancy. La Cour de cassation précise désormais que si les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale, ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais uniquement de la responsabilité contractuelle de droit commun non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs. Et la Cour poursuit en l'espèce concernant Madame S, qui était maître d'ouvrage, qui avait fait installer sa chaudière. Madame S n'invoque ni ne démontre que la chaudière mise en place constitue en elle-même un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil. Les désordres dénoncés, donc malgré l'impossibilité de chauffer la totalité du logement, les désordres dénoncés ne sont donc pas d'engager la garantie décennale de l'entrepreneur, mais relève uniquement de sa responsabilité de droit commun. Donc, on a vraiment le cas d'espèce qu'on avait évoqué lors du précédent webinaire et qui vient s'être confirmé par la Cour d'appel de Nancy en ce sens-là. Donc, disparition de la garantie décennale pour les éléments d'équipement dissociable installés en remplacement sur un ouvrage existant. J'en ai terminé de ces 10 décisions qui me paraissaient importantes d'évoquer avec vous. Je ne sais pas s'il y a des questions. Oui, merci beaucoup, Cyril Croix. Alors, on a assez peu de temps pour traiter les questions. Alors, il n'y en a pas eu pendant le webinaire. Il y en a eu en amont. D'ailleurs, vous avez dû les recevoir. Oui, je les découvre en même temps. Voilà. C'est Alors, plus il y a des une termes à question aborder. notamment. Alors, effectivement, il y a beaucoup de termes à aborder. L'obligation de résultat de l'architecte. Alors, par exemple, c'est effectivement sur cette question-là, il y a une décision qui a été rendue. Alors, je repose peut-être la question Ouais. pour que les gens sachent de quoi on parle. Quid de l'obligation de résultat de l'architecte dans le cadre d'une opération de conception-réalisation? Bon, alors, dans le cadre d'une conception-réalisation, c'est encore assez différent, mais il faut avoir en tête que l'obligation de résultat de l'architecte est de plus en plus élargie. Il y a de moins en moins de marge de manœuvre finalement pour un maître d'œuvre ou un architecte de voir sa responsabilité ne pas être engagée. J'avais une décision rendue le 5 septembre de mémoire qui a retenu la responsabilité pleine et entière d'un maître d'ouvrage qui n'a pas adapté, qui n'a pas appliqué les règles en matière de PMR et qui a vu sa responsabilité engagée. Mais bon, en matière de conception-réalisation, c'est beaucoup plus vaste et je pense que ça nécessiterait peut-être un petit peu plus de temps pour répondre à cette question. Mais pourquoi pas un webinaire, des questions posées directement de manière plus approfondie, pourquoi pas sur cette question-là. Ouais. On prend peut-être une deuxième et dernière question, parce qu'on arrive Oui. vraiment à la fin de l'heure. Là, sur les conditions de l'appel en garantie du MOA dans le cadre des dommages aux tiers. Alors, des dommages aux tiers en matière de troubles anormaux de voisinage, j'imagine que ça doit être ça. Je n'ai pas plus d'informations. Alors, si c'est effectivement dommage au tiers, dommage au tiers ou troubles anormaux de voisinage, c'est une responsabilité de plein droit pour le maître d'ouvrage en matière de troubles anormaux de voisinage, à charge pour le maître d'ouvrage par la suite s'il veut exercer son recours contre les responsables d'exercer un recours sur le fondement
de la faute, sachant qu'en matière de droit public notamment, c'est assez différent puisque la responsabilité des constructeurs s'arrête à partir du moment où ils signent un procès-verbal de réception, y compris si un tiers vient rechercher le maître de l'ouvrage. Dans ces cas-là, il reste le seul responsable et non plus les constructeurs. Et je ne sais pas si c'est effectivement cette question-là qui était abordée. C'est assez difficile, c'est vrai, Ouais. de lire ça. Oh, Avec écoutez, c'est pas grave. On a eu une question live là qui vient de tomber. Comme ça, je vais vous la poser puis on va conclure là-dessus. ouais. Peut-il y avoir par exception une assurance décennale obligatoire dans le cadre d'une prestation de démolition? Ben, l'assurance obligatoire, c'est en cas de construction, de réalisation d'un ouvrage. Donc, on considère qu'effectivement, les travaux de démolition ne constituent pas la construction d'un ouvrage. Euh, a priori, une exception, oui, pourquoi pas un démolisseur de prendre cette assurance, mais l'essentiel étant pour moi de prendre une assurance plutôt responsabilité civile vis-à-vis des tiers et sur les ouvrages existants, mais de garantie décennale, comme ça, à brûle pour point, pour un démolisseur, je vois pas tellement l'intérêt de prendre cette, cette assurance dommage ouvrage puisqu'il n'y a pas de réalisation d'un ouvrage. Hein. Donc, alors, le risque étant peut-être la question des existants aussi, de se poser la question, est-ce que s'il y a non, il n'y a toujours pas d'intégration éventuellement d'un ouvrage ancien dans un nouveau ouvrage neuf par le biais d'une démolition. Donc, a priori, il n'y a pas d'obligation pour un démolisseur de prendre ce type d'assurance décennale. Je vous remercie pour votre réponse. Mais bon, On va après, s'arrêter là. à Ouais. analyser de manière plus profonde, hein, selon cas par cas, bien évidemment, ça reste chaque cas peut avoir des exceptions ou des particularités qui font que la réponse n'est pas forcément toujours la même dans cette hypothèse-là. Merci beaucoup. En tout cas, si vous avez encore des questions, d'ailleurs, auxquelles Maître Oui, Cyril bah, Croix n'a pas pu n'hésitez répondre aujourd'hui, vous pouvez toujours nous contacter via notre adresse mail moniteurjuris@infopro-digital.com et nous transmettrons vos questions à Cyril Croix. Je vous ai mis également, moi, oui, le prochain rendez-vous le 23 janvier 2025. Voilà, à Parfait. 14. Prochain rendez-vous opération immobilière 23 janvier 2025 à 14h30. Juste un dernier mot avant de nous quitter. Pour les abonnés, vous pouvez retrouver cette présentation prochainement sur Moniteur Juris en replay dans votre espace abonné. Et puis voilà, je vous remercie beaucoup, Maître Cyril Croix, pour votre présentation et merci à vous qui avez suivi ce webinaire. Je vous souhaite une très bonne fin de journée à toutes et à tous et à bientôt donc. Merci beaucoup, à bientôt.